Buenos Aires. Cette capitale de 12 millions d'habitants vit débarquer entre 1850 et 1930 plus de 6 millions d'immigrants. On pourrait se croire à Rome ou à Barcelone. Sans doute parce que les grands-parents de tous ces gens sont venus d'Europe il y a plus d'un siècle, chassés par les conséquences de la révolution industrielle, pour tenter de construire ici un monde meilleur. Ce nouveau monde, aussi injuste que l'ancien, ils l'ont bâti à crédit. Chacun de ces hommes et de ces femmes, avec leurs 33 millions de compatriotes, doit aux banques des pays développés 2000 $, soit 8 mois du salaire d'un petit fonctionnaire argentin. Cette dépendance ne date pas d'hier. Derrière ce que l'on nomme la dette du tiers-monde, il y a une histoire commune à l'Europe et à l'Amérique, faite de grands événements et de millions d'histoires individuelles. Imaginons 3 de ces histoires, 3 vies d'immigrants européens choisis au hasard parmi les ancêtres de ces passants. Supposons que cet homme s'appelle Alberto Pinget, petit-fils d'Ulysse Pinget. Celui-ci, venu de Savoie au milieu du siècle dernier, aurait participé à la première vague d'immigration vers l'Argentine et l'Uruguay. Et supposons qu'en 1929, Ulysse, alors âgé de 73 ans, ait entrepris d'écrire un mémoire à l'usage des jeunes générations, document qu'Alberto, son petit-fils, conserve précieusement dans un coffre de la Banque de Londres et du Rio de la Plata. Au soir de ma vie, je voudrais remercier mon pays d'adoption qui a eu la générosité d'ouvrir ses bras aux déshérités de l'ancien monde. Modeste maillon d'une longue chaîne, j'espère par mon récit transmettre les valeurs de dévouement, de fierté nationale et de discipline au travail dont témoigne notre œuvre de pionnier. Mon père, Martin Pinget, natif du village savoyard d'Abondance, fut parmi les 40 chefs de famille qui fondèrent la première colonie agricole d'Argentine, Esperanza, la bien nommée. C'était en 1856. J'avais à peine 3 ans. Mon père partageait avec tous les émigrés de ces temps héroïques un même idéal. Bâtir un monde plus équitable, plus fraternel et plus florissant. Selon l'esprit généreux de l'époque, il avait été attribué à chaque famille une concession de 33 hectares qui lui revenait de plein droit au bout de 5 ans. On nous distribua 2 vaches, quelques poules et des cochons. Les débuts furent difficiles, il fallait tout bâtir. La sélection naturelle opéra vite son tri. Seuls les plus résistants et les plus acharnés au travail survécurent. Encore aujourd'hui, l'odeur des moissons me remémore ces premiers temps de labeur et de simplicité où chacun œuvrait pour le progrès de tous. Mon père Martin comprit que l'utopie égalitaire des débuts serait vite dépassée. Il était en effet de notre devoir de faire profiter les ouvriers européens de l'abondance sud-américaine. Nous fûmes bientôt à la tête d'une centaine d'hectares. Les villages croissaient et se multipliaient. L'arrivée de tout nouveaux venus était accueillie avec joie. Aujourd'hui, on ne s'étonne de rien. Mais alors, tout était événement. La première voiture postale, la première forge, le premier maréchal ferrant.
L'air résonnait du chant des marteaux, des scies et des rabots qui se mêlaient aux accords de violon. Et l'on construisait la mairie, l'église, le temple et l'école. Et que dire du jour où un photographe s'installa parmi nous, si loin de Buenos Aires? Enfin, en 1865, l'école put ouvrir ses portes. J'avais 13 ans. Quelle joie d'apprendre. Cette même année, les premiers orangers étaient déjà en fleurs, quand éclata la guerre du Paraguay. Dans mon cœur d'adolescent brûlait la flamme justicière. Je rêvais de m'enrôler sous la bannière de la Triple Alliance pour mettre fin aux agissements du dictateur paraguayen Lopez. C'est Attila de l'Amérique, comme l'appelait alors la presse. Le président Lopez avait eu la fâcheuse idée de développer une industrie locale, de rembourser la dette extérieure et d'imposer des restrictions au commerce avec l'Europe. Pour les grands propriétaires terriens du pays, ainsi que pour les industriels et banquiers anglais, le préjudice était insupportable. Grâce à des prêts généreusement consentis par les grandes banques européennes, le Brésil, l'Argentine et l'Uruguay lancèrent leurs troupes contre Lopez et son peuple de métis. No se detenga! ¡Siga adelante! ¡Adelante! ¡Adelante! Après 5 ans de combats sanglants, ce petit pays de 1 200 000 habitants n'en comptait plus que 300 000, dont seulement 10 000 de sexe masculin. Il fallut autoriser la polygamie pour repeupler le pays. L'avenir appartient à la liberté d'entreprendre et de commercer, disait mon père. Pendant la guerre du Paraguay, il avait contribué à l'approvisionnement de l'armée des Alliés. Son capital s'étant accru par la force des choses, il songeait à implanter un moulin à Esperanza pour faire pièce aux négociants de Buenos Aires qui achetaient le blé à bas prix. Les clients ne manquaient pas pour le moulin. La population avait décuplé depuis notre arrivée. Deux grands malheurs frappèrent ma vie en 1878. Mon père mourut, prématurément usé par le travail, et ma mère, inconsolable, le suivit dans la tombe quelques mois plus tard. Je n'eus de cesse de poursuivre leur mission. Le territoire du Chaco, que nous avions acquis à l'issue de la guerre du Paraguay, était encore inexploré. Je fis partie d'un groupe d'experts agricoles chargés d'étudier les possibilités de sa mise en valeur. En remontant le Rio Bermejo, j'eus l'impression de remonter le cours du temps et sans doute de retrouver la première vision de l'Argentine qu'eurent mes parents lorsqu'ils découvrirent ce pays. Peu à peu, la civilisation s'éloignait. Nous nous enfoncions dans la forêt primitive. Le fleuve indolent nous incitait à la rêverie.
Aux escales surgissant de leurs pauvres huttes, des Indiennes venaient quémander quelques galettes. Ces infortunées peuplades vaquaient sur ces espaces déserts, incapables de les exploiter, vivant du bétail et du gibier comme des êtres préhistoriques, bref, ne faisant rien. On peut le déplorer au nom d'une morale supérieure, mais notre civilisation a prononcé un arrêt sans recours sur les indigènes incapables de s'adapter à notre évolution. Tenemos que poblar esta tierra, sea como sea. Antes hay que exterminar al indio. Mejor es pactar con ellos, irlos empujando hacia el sur con diplomacia. Engañarlos. No. La guerra hay que hacerla de frente. Esta no es una guerra, sino en parte. Adelante tiene que estar el fusil, pero a unos pasos nomás, el corral, el arado, el rancho y la mujer. ¿La mujer? Sí, señor. La mujer, que es la familia. Así pensaban nuestros padres que levantaron estancias a tiro de los malones. Gracias a ellos nos criamos llorando degolladas y hay 10.000 cautivas embrutecidas en las tolderías. Con paciencia, ya los iremos civilizando. Al indio no lo doma nadie. Le massacre des Indiens d'Argentine, commencé lors de l'invasion espagnole, continua durant la guerre d'indépendance et des guerres civiles qui suivirent, où ils furent enrôlés de force. Au lendemain de la guerre du Paraguay, la politique de développement exigeait de chasser les survivants des terres fertiles qu'ils occupaient. En 1880, pour financer la campagne du désert, le gouvernement fit appel aux capitaux privés. Cette vaste opération militaire ne dura que quelques mois, mais elle rapporta 400 000 km² de terres fertiles, immédiatement redistribuées à 300 actionnaires. La campagne fut conduite comme une véritable entreprise commerciale et médiatique. Les troupes, flanquées d'un photographe de presse, avançaient en chemin de fer, et leur mouvement était coordonné par le télégraphe. Les chefs indiens refusèrent souvent un combat inégal, vaincus moins par les canons du général et futur président Julio Roca que par la puissance industrielle de l'Europe. La marche du progrès ne supporte pas de pause, disait mon père. Lors de la campagne du désert, je fus parmi les premiers à répondre présent. Je réalisais l'essentiel de mes biens et me portais acquéreur de 80 000 hectares. La fortune souriant aux audacieux, je n'eus qu'à me féliciter de cette prise de risque. Avec le recul, je peux affirmer aujourd'hui que l'Argentine moderne est née à cette époque. Ces nouveaux territoires favorisaient l'élevage à grande échelle. J'avais à peine 30 ans, j'acquis alors mon premier troupeau, soit 10 000 moutons mérinos dont la laine serait expédiée vers les filatures anglaises ou françaises. J'en confiai la garde à un majordome basque et à quelques gauchos. Gardien de troupeaux depuis des temps immémoriaux, ces inimitables cavaliers avaient peuplé mes rêves de petit garçon. De leurs ancêtres indiens, ils avaient hérité leur bravoure et des Espagnols leur fierté. Je fis clôturer mon estancia de barbelés
Et me fiant aux qualités de cœur et de loyauté de mes gauchos, je partis m'installer à Buenos Aires en toute quiétude. Mon père disait toujours « l'union fait la force ». M'inspirant de cette maxime, je songeais à rejoindre les rangs de la société rurale. Depuis 20 ans déjà, cette association d'éleveurs faisait entendre la voix du progrès aux hommes politiques qui œuvraient plus souvent pour leur ambition à court terme que pour l'avenir de leur pays. Je rencontrai alors Seigneur O'Brien, qui possédait 120 000 hectares dans la province de Santa Fe et 2 conserveries de viande salée. Cette denrée était destinée aux esclaves du Brésil et de Cuba, et le cuir envoyé vers la Grande-Bretagne, son ancienne patrie. Sa fille unique, Victoria, avait le teint très pâle et de grands yeux clairs. Moi qui n'avais plus de famille, je songeais à en fonder une. Mon futur beau-père et moi-même savions que la viande salée était condamnée, car Dieu merci, l'esclavage était lui-même condamné. En revanche, les progrès de la navigation à vapeur allaient nous ouvrir les portes de l'Europe. Je fus parmi les premiers éleveurs à expédier de la viande de mouton frigorifiée, et ce, dès 1883. C'est à ce titre que Seigneur O'Brien parraina mon entrée à la société rurale, dont il était membre fondateur. J'épousai Victoria le 21 juin 1888. Cette splendide journée d'hiver reste à jamais gravée dans mon cœur. Hélas, nous dûmes remettre à plus tard notre voyage de noces en Europe. Seigneur O'Brien et moi-même devions nous mettre en quête de main-d'œuvre pour enrichir nos prairies naturelles. Cela impliquait une mise en culture de 3 ans, au bout desquels le bétail occupait ses nouveaux pâturages. Les métayers avaient alors pour obligation d'aller recommencer le même cycle ailleurs. La nouvelle génération des migrants ne comprit pas toujours la nécessité de cette pratique. Elle voulut remplacer l'esprit d'initiative par la revendication collective qui allait faire tant de mal à notre pays. Après la campagne du désert, 344 grands propriétaires se partagent 11 millions d'hectares. Pour moderniser l'agriculture et faire de l'Argentine l'immense fabrique de viande destinée à l'exportation qu'elle est encore aujourd'hui, ils vont faire appel à l'industrie et aux capitaux anglais. La dette atteint près de 100 millions de dollars actuels. Ainsi, bien que formellement indépendante, l'Argentine de la fin du 19e siècle se trouve de fait la plus rentable des colonies britanniques. À partir de 1880, la deuxième vague d'immigrants est celle des laissés pour compte de l'Europe méridionale. Le paysan qui rêve d'avoir sa terre à lui, l'artisan de s'installer à son compte, vont vite déchanter. Supposons que cet homme, Carlos Bojorqueta, ait pu rassembler les lettres de son père. Celui-ci, Pietro Bojorqueta, un orphelin de paysans piémontais, avait été formé à la taille de la pierre dans l'une des prestigieuses écoles du Valcervo. Pour pouvoir exercer son métier, il dut, à 16 ans, émigrer en Argentine. De temps à autre, Carlos relit ses lettres. Gênes, 1er janvier 1888. Cher Antonio, ça fait déjà 3 jours que je suis à Gênes. Je vais très bien. Le bateau ne part que dans 2 jours, quand ils auront fini de décharger le blé qui vient d'Argentine. J'espère quand même arriver à temps à Buenos Aires pour rejoindre mes compagnons de travail. Des fois, on nous laisse dormir sur les piles de sacs, mais les paysans disent que le blé argentin porte malheur depuis qu'il arrive par bateau entier. C'est à cause de ce blé argentin que celui de chez nous ne se vend plus et que les paysans sont obligés de partir. Tout le monde dit que là-bas la terre est vierge et qu'elle est riche et qu'il y en a pour tous. On part par famille entière.
de toutes les montagnes du Nord. Il y a même des enfants tout seuls. J'ai hâte qu'on soit en mer. Ton ami Pietro. Sfollare un po'. Non c'è posto nelle altre stive. Mi pare possibile che tutta questa gente rimanga qui per 3 mesi. Hanno viaggiato sempre così. Lo so io che faccio questa traversata da 15 anni. Del resto chi vuole può anche arrangiarsi in coperta. Il tempo è buono, farò mettere delle tende. 5 janvier. Aujourd'hui, c'est notre 3e jour de traversée. Ces navires à vapeur sont bien rapides, mais nous sommes entassés comme du bétail. Je passe tout mon temps sur le pont. Ici, il fait un peu froid, mais heureusement, une veuve de Benevagenna m'a prêté une couverture, car tout ce que j'avais dans ma valise, c'était mes outils, l'accordéon et les 9 fromages caciocavallo que m'avait donné mon oncle. Je comprends ceux qui ont amené des vaches et des poules pour manger pendant le voyage. Même l'eau nous est comptée. Les gens disent que toutes les compagnies maritimes font pareil. Ce matin, il y a eu des poissons avec des ailes qui sont tombées sur le pont. Il paraît qu'on ne peut pas les manger. Dommage. « 16 janvier. Hola Antonio, ¿cómo estás? Salut Antonio, comment ça va? Qu'est-ce que c'est facile l'espagnol. Je passe tout mon temps avec des paysans qui font l'aller-retour chaque année pour les moissons en Argentine. Ils ne savent ni lire ni écrire, mais ils connaissent beaucoup de mots d'espagnol. Il paraît que dans 3 jours, on verra enfin la côte du Brésil et qu'on sera à Buenos Aires dans une semaine. J'ai mis ma valise à côté de l'échelle de coupé. Je suis prêt à débarquer depuis 2 jours. Ton ami Pietro. Février. Cher Antonio, me voilà depuis une semaine à Buenos Aires. Enfin. Heureusement, j'ai retrouvé la bande de Losazza. Nous sommes logés et nourris à l'hôtel des immigrants du gouvernement. On mange de la viande tous les jours, et même qu'on nous a amenés ici à un tramway spécial. Buenos Aires est une très grande ville, toute plate, où les rues sont sans fin. Ici, tout le monde connaît notre Garibaldi. J'ai déjà vu 2 restaurants, une place et une avenue en construction qui portent son nom. Je n'ai pas encore rencontré beaucoup d'Argentins. On se demande où ils sont. Quand on se promène à Buenos Aires, on entend tous les patois du monde. Il y a des Polonais, des Espagnols, des Russes, des Allemands et surtout des Italiens. Heureusement, car mon espagnol n'est pas bon du tout. J'ai essayé d'expliquer aux fonctionnaires de la compagnie que Boggiogetta était un nom très courant chez nous. Je le lui ai répété au moins 10 fois. Il a marqué sur le papier Pietro Boggiogetta. On attend les ingénieurs de la wheelwright pour partir dans quelque chose qu'on appelle la Pampa. À bientôt, ton copain Pietro.
5 août. Cher Antonio, je ne sais pas bien où nous sommes, mais la ville la plus proche s'appelle Santa Fe. Tout autour, c'est la Pampa, qui est une prairie à perte de vue. Ici, tout le monde est gringo ou gaucho. Les gringos, c'est nous, les Européens. Ouvriers du Piémont ou ingénieurs anglais, on est tous des gringos. Les gauchos, ce sont les vachers qui s'occupent des troupeaux gigantesques d'ici. Je me demande ce qu'ils vont devenir quand on acheminera le bétail par le train. « 2 décembre. J'ai enfin trouvé du papier à lettres dans ce qui s'appelle une pulperia, une sorte d'épicerie de campagne où l'on sert à boire. Certains dimanches, on fait jusqu'à 20 km à pied pour en trouver une. Et quand on la trouve, c'est la fête. Tout le personnel y va, et moi j'amène mon accordéon. On le porte tous à tour de rôle, sauf les ingénieurs anglais, bien sûr. Mais quand il s'agit de s'envoyer des bouteilles de cagna, la grappa d'ici, ils sont pas en reste, les Anglais. C'est dans les pulperias que j'ai vu pour la première fois des Indiens. Eux aussi, ils aiment la cagne, mais ils ont l'air encore plus tristes que les gauchos. Les lundis matins, l'ambiance sur le chantier est épouvantable. C'est comme si tu avais le crâne plein de galets. Ton pochard dévoué, Pietro. La Pampa, 5 mai. Cher Antonio, ta lettre est arrivée avec 6 mois de retard. Je suis très content que tu aies choisi les États-Unis pour émigrer, car ici ce n'est pas une vie pour nous. Après 4 ans sur ce chantier, je commence à avoir envie de rentrer au pays. Ici, je passe mon temps à tailler des blocs carrés pour les viaducs d'un train de marchandises. Moi qui voulais bâtir des cathédrales avec plein de statues de pierre partout. Et en plus, la bande de Rosazza s'est dispersée sur tous les chantiers de chemin de fer, et moi je suis toujours là, au milieu de la Pampa. Heureusement, il reste un Italien dans mon équipe. C'est un maçon piémontais, un certain Calvino Rossi qu'on appelle l'anarchiste. Il est en Amérique depuis 15 ans déjà. Il fait très bien son métier, mais il n'a pas été à l'école technique comme nous. Tu te rends compte, Calvino n'avait jamais entendu parler des artisans du Valcervo alors qu'il est de Gordona. Il n'a pas voulu me croire quand je lui ai dit qu'on était célèbre dans le monde entier. Vive le Valcervo, Pietro. Conçu pour drainer vers les 4 villes portuaires le bétail et les céréales destinés à l'exportation, le chemin de fer argentin est avant tout anglais. Les réseaux sont construits par des ingénieurs de la couronne, selon des normes anglaises pour des locomotives fabriquées à Sheffield. Les terrains sont fournis gracieusement par l'État argentin, qui accorde aux opérateurs anglais un taux de rentabilité au minimum garanti et accroît ainsi son endettement. « 10 février 1897. Je suis content de savoir que ton anglais s'améliore et que tu aies trouvé une fiancée italienne, et que tu aies pu te marier au pays. Moi, pour ne pas oublier l'italien, je lis les journaux anarchistes de Buenos Aires que me prête Calvino. Calvino nous dit que les Anglais nous font construire des lignes inutiles, rien que pour placer les trains qu'ils fabriquent. Il dit aussi que les colons italiens sont bien à plaindre. Avant, ils avaient de la terre pour planter le blé, mais pas de train pour le transporter. Maintenant, ils auront le train, mais plus de terre. Et parfois même plus de maison. Hai sentito? Ramirez minaccia la rivoluzione. Che il diavolo se lo porti. Lui e tutti i suoi straccioni di paesano. Se la compagnia vuol finire i suoi lavori in 5 anni, dovrà arruolarne della gente. Est-ce qu'il va y avoir de la bagarre? Je ne crois pas.
Les paysans expropriés disent qu'ils iront chercher du travail en ville. C'est vraiment un fait. Antonio, il faut que je te quitte. Ce soir, on fait la bombe et le wagonnet m'attend. Amicalement, Pietro. Buenos Aires, 25 avril 1899. Cher Antonio, voilà 2 mois que je ne t'ai pas écrit, car j'ai eu beaucoup d'ennuis ces derniers temps. Après 11 ans, la Wheelwright m'a mis à la porte. Calvino a été renvoyé, lui aussi. On s'est bagarré avec les Anglais, et Calvino a fait des dégâts. Enfin. Le train était bondé de gauchos. Ils viennent tenter leur chance en ville. Ils sont encore plus déboussolés que nous. On a trouvé une chambre avec Calvino et 3 autres copains dans un conventillo, qui est une espèce d'hôtel à l'année où l'on entasse les immigrés comme nous. Cette fois, j'étais engagé pour tailler la pierre sur le chantier du Congrès national. Calvino se fout de moi en disant que je construis un palais en marbre pour les mêmes riches qui nous louent la chambre. Je veux te féliciter pour la naissance de Giuseppe. Quant à moi, j'ai une voisine, Margarita, qui est un être d'exception. Quand on tient ici nos réunions syndicales, elle nous prépare des beignets et du mate aux genièvres. Elle est comme qui dirait dans l'enseignement. Elle fait des démonstrations de tango dans un clandestino, un hôtel français comme on dit. Tu vois ce que je veux dire? Le seul défaut de Margarita, c'est qu'elle refuse de laver notre linge. Ici, tout est interdit et surtout les réunions politiques. Pour tromper le concierge, on parle en patois. Et je joue de l'accordéon de temps à autre. D'ailleurs, j'ai l'impression de jouer de mieux en mieux. « 25 octobre. Même si tu préfères les idées socialistes, tu dois te réjouir autant que moi de l'assassinat de ce parasite d'Umberto Ier. Et c'est l'un des nôtres qui a eu le courage de faire ça. On a beau être internationaliste, on est quand même fier d'être anarchiste italien. Je reviens du port où j'ai accompagné Calvino. Il a décidé de rentrer tout de suite au pays et il y a pas mal de copains un peu partout qui font comme lui. Ils disent que la révolution en Italie, c'est pour bientôt. Je suis rentré à pied et j'ai beaucoup réfléchi. Je commence à m'y faire ici. De toute façon, je ne peux pas rentrer au pays maintenant parce que j'ai prêté toutes mes économies à Calvino. Et en plus, je viens tout juste de troquer mon vieil accordéon contre un instrument d'ici qui s'appelle un bandoneon. Et ça m'a coûté assez cher. J'ai oublié de te dire que j'ai écrit une chanson à la gloire de nos justiciers martyrs. Margarita dit qu'elle la trouve triste comme un tango. Vive la sociale, ton copain Pietro. Dans les années 1900, l'Argentine connaît une expansion rapide. Mais comme en Europe, les fruits de cette croissance sont mal partagés. À Buenos Aires, les Italiens, les Espagnols, les Allemands fraîchement débarqués organisent l'action syndicale sur le modèle européen. En 1902, une grève des boulangers s'étend aux porteurs du marché et aux dockers. Le commerce est paralysé. Le gouvernement décide alors de remplacer les grévistes par des jaunes, ce qui provoque une explosion sociale sans précédent dans l'histoire de l'Argentine.
Grève générale, émeutes, affrontements violents. Le gouvernement engage la répression et fait voter par les sénateurs une loi permettant d'expulser les dirigeants syndicaux en moins de 3 jours. Le courant anarchiste, alors qu'il devenait majoritaire dans les confédérations syndicales, est décapité. Les locaux syndicaux sont confisqués et les dirigeants expulsés. La plupart trouvent refuge en Uruguay. Villa Minetti, province de Santa Fe, 15 février 1904. Cher Calvino, non, je n'étais pas oublié, mon camarade, mais depuis les grèves de 1902, je bouge beaucoup. Je ne voyais plus ce qu'on pouvait faire à Buenos Aires sans nos dirigeants. Pour m'y faire oublier un peu, j'ai rejoint une équipe de maçons piémontais. On fait des petits chantiers dans les colonies agricoles de Santa Fe. Entre tous ces colons et mes compagnons de travail, j'ai l'impression d'être de retour en Italie. Mais des fois, Calvin, j'ai honte d'être italien. Le mois dernier, nos compatriotes, côte à côte avec la police, se sont mis à tirer sur les Indiens pour une histoire de barbelés et de bétail. Qu'est-ce qu'ils devraient faire, les Indiens? Émigrer en Italie? Quant à moi, j'en ai vraiment assez de ce pays et je pense à rejoindre les camarades exilés en Uruguay. Montevideo, 27 novembre 1904. Margarita, ma chérie. Me voilà en Uruguay, à recommencer une nouvelle vie. Tu ne peux pas savoir comme tu me manques. Heureusement qu'il me reste l'anarchisme et que ce pays est un terrain favorable pour nous autres. On est déjà majoritaire à la Fédération ouvrière et des camarades ont fondé un groupe anarchiste féminin. Voilà un exemple de courage politique. Et le nouveau président Bage, il ne manque pas de courage lui non plus. Il a engagé des anarchistes comme inspecteurs du travail. Son programme social est vraiment révolutionnaire et il n'a pas peur de mettre fin aux anciennes pratiques. Il y a une semaine, il a maté le dernier caudillo soumis et ses gauchos. Les chevaliers anards, comme les appelait Calvino, ont déposé les armes. Triste fin. Ça fait 100 ans qu'ils sont enrôlés de force pour se tirer dessus dans la guerre entre les deux parties des estancieros. Pourtant, tout ce qu'ils demanderaient, les gauchos, ce serait une place dans leur propre pays. Enfin, je sais que la politique ne t'intéresse pas beaucoup, Margarita. Alors sache que j'ai trouvé de l'embauche dans une marbrerie où l'on fabrique les socles des statues pour les places et les jardins publics. C'est un peu monotone, mais je ne travaille que 8 heures par jour, comme tous les maçons et les marbriers d'ici. Le reste de mon temps, je peux le consacrer à la cause. Et un petit peu au bandoneon. Ah, si je n'avais pas la musique pour me consoler. Ton exilé du cœur, Pietro. Aujourd'hui, le tiers des Argentins vit à Buenos Aires. Cette concentration dans les villes s'amorce dès la fin du siècle dernier. En 20 ans, de 1880 à 1900, la population de la capitale a triplé. Il fallait agrandir les ports, construire les tramways, les beaux quartiers, les banques et les frigorifiques. Dans la seule année 1902, les Anglais en installent 4 nouveaux et l'Argentine devient le premier fournisseur de la Grande-Bretagne en viande congelée. L'État argentin consacre le tiers de ses rentrées au remboursement de la dette extérieure qui a décuplé en 20 ans. À partir de 1900, chaque année, 10 000 Espagnols quittent à leur tour le vieux continent pour les terres du Rio de la Plata.
L'Espagne a perdu Cuba et Porto Rico, dernière parcelle de son vaste empire américain. La situation du pays s'est aggravée. Épidémie, famine, analphabétisme n'ont laissé aux paysans déshérités que le choix entre révolte sans espoir et immigration. Supposons que cette femme, Carmen Villamil, entende encore la voix de sa grand-mère galicienne Pilar. Celle-ci ne savait ni lire ni écrire, mais ne se lassait jamais de raconter la modeste épopée qu'elle avait vécue avec Manuel, son mari, et Paco, son beau-frère. Si tu savais, Carmen, comme c'était joli la Galice. Tout y était si petit. Les champs comme des mouchoirs des poches, la rivière, les chemins. On était gamins, on courait sans souliers, tous les trois. Ton grand-père, son frère et moi. Paco, ton grand-oncle, m'avait enlevé une épine de sous le talon. Il pouvait prendre mes 2 pieds dans une seule de ses mains. Mais c'était sûr que c'était Manuel qui serait mon mari, un jour. Chez nous, on était 12, chez lui 8. Pas assez de terre, pas assez de travail, pas assez d'argent. Ton grand-père voulait se faire moine ou quitter le pays. Moi, je ne pensais qu'à l'épouser. J'étais gamine. Toute la journée, j'ai gardé la vache. Et des fois, je lui parlais à la vache. Je lui disais que Manuel viendrait me voir dans le champ, qu'il se passerait ce qui se passerait, et qu'il serait obligé de m'épouser. Ce serait fini le monastère. Il faut croire que Dieu ne m'en a pas voulu de mes mauvaises pensées. Le curé a dit que ton grand-père n'avait pas la vocation. Alors, il ne pensait plus qu'à partir en Argentine, comme son frère. Et puis un jour, c'était la Saint-Just, je me rappelle. Manuel est venu me voir dans le champ. Je n'y voyais pas de mal, parce que j'étais sûre qu'il serait mon mari. Quel beau mariage. C'était le 27 mars 1901. Mais le lendemain, Manuel est parti rejoindre Paco en Argentine. Les jours passés, mon ventre s'est mis à grossir. J'ai mis au monde ta mère. On avait décidé de l'appeler Maria Immaculada. Je cherchais sur son visage les yeux de Manuel, le nez de Manuel. Et je priais pour qu'une lettre arrive. Certains disaient qu'elle n'arriverait jamais. Et elle est arrivée. Écrite par Manuel lui-même. C'est le gouvernement argentin qui lui avait appris à écrire. Il me racontait que là-bas, tout était plus grand. Que Paco travaillait dans un immense jardin pour un monsieur très riche, un avocat, Señor Binkin. Señor Binkin avait aussi trouvé un travail à ton grand-père. C'est pour ça que dans l'enveloppe, Carmen, il y avait 2 billets pour la traversée. À Buenos Aires, il y avait des milliers d'ouvriers dans le frigorifique Anglo. Manuel était aux abattoirs. Toute la journée, il accrochait les bêtes par les pattes à un treuil. Et le soir, je lavais ses vêtements pleins de sang. Il aurait bien voulu devenir équarrisseur, mais ça demanderait du temps. Je me disais que ça serait moins fatigant et moins sale.
le parc du Seigneur Binkin. Il faisait 100 fois notre champ en Galice. Et des fleurs si grosses. Paco disait qu'elle mangeait de la viande. Mais il ne voulait pas que ta mère joue dans le jardin. On vivait chez Paco, dans un quartier plein de boue, loin du centre et mal ravitaillé. La vie était difficile. On économisait sou après sou. Le soir, je repassais des chemises pour le Seigneur Binkin et ses amis. On avait un rêve, Manuel et moi, avoir un commerce, une boucherie, parce qu'on avait vu qu'ici les gens mangent de la viande, même le vendredi. Manuel et Paco passaient leur vie à causer politique. Seigneur Binkin avait été mêlé à tous ces coups d'État du parti radical. À l'époque, je ne comprenais pas bien ce mot radical. Mais Seigneur Binkin disait que s'ils étaient au pouvoir, ce serait bon pour le commerce. Moi, je n'aimais pas tout ça. Si on voulait que nos rêves voient le jour, il ne fallait pas se mêler des histoires de ce pays. En 1891, naît l'Union civique radicale, inspirée du radicalisme français. Jusque-là, les couches petites bourgeoises issues de la masse des immigrés n'avaient pas trouvé leur expression politique dans les partis traditionnels, dominés par les grands propriétaires terriens et les négociants. Les radicaux vont tenter à 3 reprises de prendre le pouvoir par les armes, mais à partir de 1905, ils concentrent leurs efforts sur l'action politique. Avec des initiatives comme la fabrication de pain bon marché dans les quartiers populaires, les radicaux chassent sur les terres du nouveau Parti socialiste, qui, de son côté, dispute aux anarchistes la conduite du mouvement syndical. À cette époque, c'était tout le temps la grève. Même les locataires des conventillos ont fait grève à cause des loyers trop chers. Toutes ces pauvres femmes jetées à la rue avec leurs meubles, leurs gosses. Je me disais qu'on était quand même mieux dans notre bicoque que dans ces grandes maisons. On était chez nous. On n'avait pas encore la boucherie, mais on avait un pied de vigne et un petit potager où ta mère pouvait jouer. J'aurais bien voulu qu'elle ait un petit frère pour apprendre à partager. Emmanuel ne faisait plus grand-chose pour ça. Je me consolais en me disant qu'au moins ta mère pourrait faire des études. On aurait les moyens. Elle ne resterait pas ignorante comme moi. Ce pays, ça serait sa chance. Mais tu vois, Carmen, mon plus beau souvenir de ces temps difficiles, c'est les fêtes du centenaire de l'indépendance. Les uniformes, la belle musique, c'était magnifique. Il y avait tant de monde qu'on avait du mal à voir le défilé. N'empêche qu'on était émus, Manuel et moi. Tout étranger que nous étions, on se sentait fiers d'être argentins. En contemplant le spectacle grandiose des fêtes du centenaire de l'indépendance, mon âme s'emplissait de fierté à la pensée que nous, les Pingets, célébrions là notre rendez-vous avec l'histoire. Car c'était nous, les immigrés de toute nation et de toute condition, qui avions fait de l'Argentine, en un siècle à peine, la première puissance économique du continent. Et j'accordais une pensée émue au souvenir d'un père qui avait apporté sa modeste mais précieuse pierre à l'édification de cette République libre et prospère. Pour la première fois depuis ce jour où les Argentins s'étaient libérés de la couronne d'Espagne,
un membre de la famille royale honora de sa présence le sol de l'ancienne colonie. Et quant à moi, j'eus l'immense fierté de présenter à l'infante Isabelle de Bourbon un de nos plus beaux reproducteurs. Une seule ombre vint cependant voiler le tableau. Les grèves et même les attentats qui faillirent retarder l'ouverture de l'exposition. Il fallut proclamer l'état de siège et une fois de plus expédier les agitateurs au ban de la terre de feu, afin que les honnêtes gens puissent jouir paisiblement des festivités de l'indépendance. Mais pour combattre avec efficacité de telles menées subversives, une jeune nation peut et doit assurer aux déshérités, aux indigents et aux malheureux de toutes sortes du pain, du travail et de l'instruction. Contrairement aux idées reçues, toutes les dames de la bonne société de Buenos Aires ne passaient pas leur temps en papotage futile ou promenade insouciante. Ma chère Victoria et les femmes de son entourage ont toujours consacré le plus clair de leur temps à soulager la misère des nécessiteux. Si les enfants du peuple appréciaient autant que les brioches qui leur furent offertes les charmants spectacles qu'on monta pour eux, nous-mêmes ne négligions aucune occasion de profiter des grandes manifestations culturelles venues d'Europe. Le théâtre Colón est le plus grand opéra du monde. Où que l'on soit placé, l'acoustique y est admirable. Le grand Caruso y vint, l'année 1912, je crois. Ce fut pour moi une révélation. Je ne pus profiter longtemps du gramophone que j'acquis alors pour conserver le souvenir de cette soirée mémorable, car je fus contraint de regagner mes terres à la hâte. Nos métayers de la province de Santa Fe s'étant avisés de remettre en cause les contrats qui les liaient aux propriétaires. À dire vrai, ce conflit n'était pas tout à fait imprévisible, car ce système de métayage, indispensable à l'expansion de l'élevage, n'était pas sans défaut. Ce fut un conflit long et ruineux pour la nation. Les paysans avaient fondé la fédération agraire qui les poussait à l'intransigeance. Dupés par la démagogie du Parti socialiste et l'opportunisme du Parti radical, ces malheureux agriculteurs crurent bon de porter leurs revendications au sein même de la capitale, devant les élus de la nation. Ils n'obtinrent pas grand-chose. Mais ces partis des petites gens y gagnèrent de nombreux clients. Décidément, les temps changeaient.
La visite de Theodore Roosevelt, ancien président des États-Unis, est une étape supplémentaire de l'avancée des Américains du Nord vers le sud du continent, amorcée en 1898. Prenant appui sur le slogan « L'Amérique aux Américains », ils rejoignent alors le concert des puissances impérialistes en chassant les Espagnols de Cuba. Les interventions armées au Nicaragua en 1912, au Mexique en 1914, en Haïti en 1915, amorcent l'irrésistible mainmise économique sur l'Amérique latine. C'est l'époque où se développe le trust bananier United Fruit Company, où s'ouvre le canal de Panama, devenu propriété des États-Unis. Nous allons balayer les Anglais du marché de la viande, avait dit le représentant de la Swift de Chicago, avec cette franchise un peu brutale qui caractérise les Américains du Nord. Nous avions fait ensemble les 18 trous du Golf Club de Mar del Plata. Et si mes souvenirs sont bons, j'avais gagné la partie. En ce mois d'octobre 1914, il se jouait une partie autrement importante sur le sol déchiré de notre vieille Europe. Celle de la civilisation contre la barbarie. Mais que pouvions-nous faire? Nos frigorifiques travaillaient à plein temps pour ravitailler l'armée des Alliés. Et dans un même élan de solidarité, chaque communauté envoyait ses volontaires sur le front. Addio, papà. Arrivederci, figliolo. Bravo. Così. Così ti voglio. Va bene. Montevideo, 15 décembre 1917. Cher Calvin, ce n'est rien de grave, mais j'ai une cheville dans le plâtre et je profite de ce repos forcé pour t'écrire. Je suis tombé d'un arbre en essayant d'accrocher une banderole sur le passage d'une manifestation de soutien au gouvernement. Ça disait « À bas la guerre capitaliste » et « Vive Bakounine et la révolution russe ». Je comprends, Calvin, ton envie de partir en Russie tout de suite, mais à ton âge, est-ce bien raisonnable? D'ailleurs, il faut se méfier des bolcheviks, ce sont des étatistes. À propos de l'argent que tu me dois, je n'en ai pas besoin pour l'instant. Je gagne bien ma vie. Les après-midi, après l'atelier, je joue dans les bistrots de mon quartier. Je joue aussi dans les fêtes de la Fédération ouvrière. J'interviens après la course en sac. Mais ne t'inquiète pas. Je prends toujours le temps de faire de la politique et je t'assure qu'ici, nous les anarchistes, on a du travail. Ici, l'État est partout, il fait tout. Le Parti Colorado a tout nationalisé. Les chemins de fer, les tramways, le gaz, le téléphone, tout. Mais rassure-toi, la bourse des valeurs est toujours sous le contrôle des Anglais et des estancieros. L'ancien président Bage n'a rien fait contre eux, même s'il leur mettait parfois des bâtons dans les roues, en soutenant les revendications des ouvriers. Tu avais raison de dire que les Colorados ressemblent aux radicaux de l'Argentine. Mais ici, au moins, les crucifix sont interdits dans les écoles publiques. Et depuis 1907, il y a une loi sur le divorce. Quant à moi, je suis toujours célibataire, mais j'ai une amie, Azucena, qui est fleuriste. C'est un être d'exception. J'essaie de gagner le père d'Azucena à la fraternité anarchiste. Lui, c'était un vrai gaucho rebelle, mais depuis qu'il habite à Montevideo, il est balayeur rue de la Conciliation. C'est le Parti Colorado qui lui a donné son poste. Il en distribue à l'appel pour récolter des voix aux élections. Ce pays est gouverné comme une estancia. Pour la paix tout de suite.
Pietro. José Bage dut quitter la présidence de l'Uruguay en 1915. Mais son parti, le Parti Colorado, restera encore longtemps au pouvoir. Le bilan de fidélité au bagisme est impressionnant. Gratuité de l'enseignement secondaire dès 1903. Nationalisation des banques et des compagnies d'assurance. Sécurité sociale pour tous. Semaine de 25 heures pour les fonctionnaires. Création d'un frigorifique d'État pour maîtriser le prix de la viande. Jusque dans les années 50, l'Uruguay fut non seulement le pays le plus prospère de l'Amérique latine, mais aussi celui dont le régime social était le plus avancé du monde. Si tu savais, Carmen, comme on était fiers d'être enfants commerçants. En plus de la boucherie, maintenant, on avait un logement à nous. Paco avait gardé la baraque. Chacun dans sa maison et Dieu dans seul de tous. Les clients ne parlaient que de cette affreuse guerre en Europe qui n'en finissait pas. Tout le monde disait qu'elle était bonne pour le commerce, à cause de tous ces corned beef et tous ces blés que l'Argentine vendait pour les pauvres soldats des tranchées. Souvent, le dimanche, quand je me promenais avec ta mère au parc Palermo, je me disais qu'on avait bien de la chance d'être loin de ces horreurs. Et puis le nouveau gouvernement faisait des efforts pour les petites gens comme nous. Le nouveau président, le docteur Irigoyen, était un ami du seigneur Binkin. Et bien sûr, Paco Emmanuel avait voté pour lui. C'était la première fois de leur vie qu'ils pouvaient voter. Et ils étaient très fiers. Et on ne le regrettait pas. Dans tous les quartiers, ils nous construisaient des maisons, des écoles, des dispensaires. Et pourtant, il y en avait qui n'étaient toujours pas contents. Les syndicats réclamaient toujours plus. Mon père, Martin Pinger, paix à son âme, a toujours professé que le peuple n'est agité que lorsqu'il est acculé à la misère. Si l'on veut empêcher les mouvements désespérés, il faut que la masse ouvrière ait sa place dans le corps de la société. Cependant, il faut traiter toute revendication démesurée avec la plus grande fermeté. C'est ce que nous fûmes contraints de faire en ce tragique mois de janvier 1919. Les louvoiements du président Irigoyen faisaient le lit du bolchevisme et permirent tous les débordements de rue. Devant l'incapacité de l'État à rétablir l'ordre,
Nous avons dû nous résoudre à faire la police nous-mêmes. Grand bien nous en a pris. Au bout d'une semaine, tout était redevenu normal. Comme l'avait pronostiqué M. Johnson de la Swift, les États-Unis avaient bel et bien balayé les Anglais du marché de la viande. Afin d'être présent à tous les stades de la production, j'acquis des parts dans l'abattoir ultramoderne de la Negra, à Capitaux nord-américains. Grâce à leur maîtrise de la technologie, chaque bête vivante était abattue, mise en sac et puis congelée, et les entrailles mises en conserve en un temps record. On utilise tout, sauf les cris. Telle était notre fière devise. « 1924 fut l'année la plus heureuse de ma vie. Le calme était revenu sur le front social, les affaires prospéraient, et j'eus la joie d'accorder la main de ma fille cadette au fils très sympathique d'un estanciero créole de vieille souche. Comme tous les jeunes gens de son milieu, mon nouveau gendre était fidèle aux mœurs hardies de ses ancêtres. Il affectionnait les randonnées dans la pampa, la vie au grand air du gaucho, ce qui n'était pas pour me déplaire. Je partageais moins son goût immodéré de la chasse à l'autruche, sport par trop cruel et gratuit, la chair de cet oiseau n'étant guère comestible. La boucherie commençait à rapporter. On pouvait enfin se distraire un peu. Alors, on allait au cinéma parce que j'aimais ça. Surtout les films qui faisaient pleurer. Paco nous accompagnait, il ne s'était pas marié. Il disait que sa famille, c'était nous. J'ai eu 38 ans. Ma mère m'avait eu à cet âge-là. Je me disais que ma vie de femme s'était arrêtée trop tôt. Est-ce que c'était de ma faute? Est-ce que Manuel avait quelqu'un? Est-ce que son travail le fatiguait trop? À force, je suis allée trouver Paco. Dieu me pardonne, mais quand je suis rentrée à la maison, je n'avais même pas de remords. À la boucherie, Manuel ne tenait plus en place. Il voulait agrandir, il voulait déménager. Maria allait bientôt avoir un petit frère. Qu'est-ce qu'il en pensait, ton grand-père? Je ne l'ai jamais su. Il n'a rien dit. Qu'est-ce qu'il pouvait dire? Ta mère, elle était contente, et puis elle venait de réussir son brevet d'institutrice. Ton oncle Ernesto est né le 22 septembre 1925.
Montevideo, 23 octobre 1925. Cher camarade Calvin, dis-moi s'il y a une justice dans ce monde. Moi qui voulais sculpter la pierre ou à défaut être musicien de tango, je me retrouve contremaître d'une entreprise de démolition. Et comble d'ironie, je perce une avenue pour que les voitures des estanciers arrivent plus vite au nouveau palais du Congrès. À se demander si ça valait la peine de quitter l'atelier de marbrerie. Ah, la vie fait plus de détours qu'un pet de couleuvre, disent les gauchos. Ils ont bien raison. Prends Artigas, par exemple. Tu te rappelles ce caudillo qui est mort comme un clochard? Aujourd'hui, les mêmes estancieros qu'il avait condamné à l'exil l'érigent en héros national. Ils ont mis 100 ans à lui pardonner son idée de confisquer les estancias pour rendre la terre aux Indiens et aux gauchos pauvres. Côté cœur, ça ne va pas non plus, car j'ai malheureusement perdu ma fiancée à Soussène. Elle est partie il y a une semaine avec un marin biélorusse, déserteur, mais avec la bague que je lui avais offerte. Je suis très déprimé. Je n'ai que 53 ans, mais je me sens vieux. J'ai l'impression d'être aussi un cocu de la politique, et je n'arrive pas à vivre de ma musique ici. J'ai vraiment envie de partir. Amèrement, Pietro. Tu ne peux pas savoir ce qu'a été la grande crise de 1929. Manuel disait que c'était la faute aux spéculateurs yankees, qu'on avait eu tort de tellement compter sur leurs dollars, qu'après tout leur crack, ce n'était pas nos affaires. Ta mère avait perdu son poste d'institutrice comme beaucoup de fonctionnaires. Ton oncle Ernesto avait déjà 4 ans. Je croyais qu'il n'allait jamais avoir de métier, qu'il finirait aussi pauvre qu'on l'avait été en Galice. J'ai même pensé repartir là-bas. Mais Paco disait que ça allait plus mal qu'ici et on n'avait plus de famille là-bas. Alors j'ai compris qu'on allait mourir ici, qu'on ne reverrait jamais plus la Galice. J'atteignais un si grand âge que je voyais approcher la fin de mon parcours. Retrouver les lieux qui m'avaient vu naître devint une nécessité. En cette fatale année de 1929, je traversais à nouveau l'Atlantique 73 ans plus tard. Ma chère Victoria ne m'accompagnerait pas dans ce voyage si souvent remis. Elle nous avait hélas quittés depuis 1 an déjà. Face à cet océan porteur naguère de tant d'espoir, j'interrogeais l'avenir. En ces temps de crise, une société n'est-elle pas condamnée à la décadence lorsque ses élites renoncent à l'effort et dilapident au lieu de construire? Ne fallait-il pas enfin restaurer les valeurs d'ordre et de travail à l'image de ce que Mussolini tentait d'édifier en Italie? Le fascisme n'apparaissait-il pas comme le meilleur rempart face à la menace communiste? Je ne fis pas un long séjour à Paris qui se dissipait encore dans les années folles. Certes, la beauté de cette cité chargée d'histoire ne faillissait pas à sa réputation, mais le luxe le plus insolent y côtoyait le dénuement le plus absolu. Enfin, je pus revoir ma Savoie natale. Cette société pastorale était aussi inaltérée que ces neiges éternelles. Mais à dire vrai, elle était d'un archaïsme confondant pour un Américain.
Que serait-il advenu de nous si ces hommes simples et forts qu'étaient nos pères n'avaient eu l'immense courage de tout quitter ici pour aller là-bas faire l'Amérique? Buenos Aires, 4 septembre 1930. Mon vieux camarade Calvin, voilà 6 mois que j'ai quitté l'Uruguay pour fuir la crise et je me retrouve en Argentine à fuir et la crise et la police. Depuis hier soir, les troupes se dirigent vers le Congrès et ça sent très mauvais à Buenos Aires. Il y a un coup d'État dans l'air. Le radicalisme n'a plus les moyens d'engraisser son troupeau d'électeurs et la société rurale, au nom de l'intérêt de ses vaches, s'est alliée aux sympathisants fascistes de l'armée. Je te parie tous mes burins que le vieil Irigoyen va tomber comme une figue mûre et qui sera aussitôt remplacé par un militaire pourri. Quant à moi, Calvino, je commence à fatiguer et je vais me tenir à carreau. J'ai retrouvé Margarita et elle a fondé une petite académie de tango. Maintenant, elle reste à la caisse et c'est sa fille qui donne les cours. Moi, j'essaierai de passer mes vieux jours ici. Mais comme tu le dis si bien, qui vivra verra. Au revoir, ton vieux copain, Pietro. Postscriptum. Je suis devenu 2e bandoneon de l'orchestre de Pininho Jauregui Berri, qui est très célèbre dans le quartier. Completamente insospechado. Decía en aquella hora que el ejército argentino era lo que era su cuerpo de oficial. De cette révolution de septembre 1930 date la mainmise des militaires sur la vie politique argentine. Celle-ci durera plus de 50 ans et marquera profondément la fin de la vie de nos 3 personnages, ainsi que celle de leur descendance. Alberto, le petit-fils d'Ulysse Pinget, est devenu en 1945 un jeune et brillant avocat du parti de Juan Perón. Péroniste de gauche depuis les grandes grèves des années 60, Alberto passe quelque temps à Cuba, avant de devenir l'avocat grassement rémunéré d'un grand syndicat du bâtiment. Carlos, le fils de Pietro Bocciocchetta, est entré dans la vie active comme petit trafiquant dans le quartier de la Boca. Après quelques années de prison, il a été recruté en 1966 par la police militaire. Amnistié après la chute des généraux en 1984, il s'est recasé sans difficulté comme convoyeur de fonds pour la Brinks. Quant à Carmen, la petite fille de Pilar Villamil, elle a épousé à 20 ans un officier de la marine qui a trouvé la mort à bord du Belgrano pendant la guerre des Malouines. Aujourd'hui au chômage avec près de 3 millions de ses compatriotes, elle attend comme eux le bout du tunnel, régulièrement promis par le président Menem. Et pendant ce temps, la dette extérieure de l'Argentine augmente de 6 millions de dollars par jour.